Bonjour, et aujourd'hui, chronique jeu de rôle, avec le supplément Les Vestiges du Nord pour l'anneau unique. Je vous avais causé il y a quelque temps de cela du supplément Foncombe pour le jeu de rôle tolkienien l'anneau unique, un bon supplément de background avec aussi quelques éléments techniques non négligeables, et dont l'essentiel du propos était d'étendre le cadre de jeu. En effet, dans l'optique heureusement abandonnée d'un jeu décliné en plusieurs sous-gammes, l'anneau unique se focalisait jusqu'alors sur les terres sauvages, c'est-à-dire la région à l'est des monts Brumeux, avec en gros la forêt noire au milieu, une région finalement peu traitée dans Le Seigneur des Anneaux, mais au cœur des aventures de Bilbo le Hobbit. Le livre de base était ainsi sous-titré Aventures dans les terres sauvages, et tous les suppléments ensuite parus en français développaient ce cadre. Le livret accompagnant l'écran du Gardien des légendes constituait un guide de la vallée du lac. Un premier recueil de scénarios s'intitulait Contes et légendes des terres sauvages, avait suivi un supplément de contexte détaillant ce cadre de jeu sous le titre Guide des terres sauvages, moyen de faire la jonction entre les contes et légendes sudis, dès lors envisagé comme une sorte de prologue, et le squelette de Grosse Campagne, Ténèbres sur la forêt noire. Du reste, du coup, en termes rôlistiques du moins, nous ne savions à peu près rien. Foncombe a commencé à y remédier en ouvrant au jeu l'Eriador oriental. Nous sommes cette fois à l'ouest des monts Brumeux, et la région couverte par le supplément s'étend en gros à l'ouest jusqu'à la ville de Brie, mais sans l'inclure. Elle est réservée, semble-t-il, à un supplément futur. C'est d'autant plus fâcheux que le livre dont je vais traiter aujourd'hui aurait pu bénéficier d'informations supplémentaires à ce propos, tandis que les monts d'Angmar en constituent la limite septentrionale, et, disons, les ruines de Tarbad, la frontière méridionale, davantage floue. Notons au passage que la gamme VO a poursuivi dans cette optique d'élargissement, avec sauf erreur un supplément concernant le Rohan, et, chose plus étonnante, un autre concernant le Mont Solitaire, bizarrement laissé de côté jusqu'alors, là où le contexte des terres sauvages le rendait tout de même fort utile et presque logique. Foncombe était un bon supplément de contexte, bien conçu, bourré de bonnes idées autrement plus subtiles que ce que l'on aurait pu croire au premier abord, et persévérant dans cette qualité essentielle de la gamme de l'anneau unique à mes yeux, l'adaptation, véritablement, des romans tolkieniens. L'anneau unique ne se contente pas de caler un univers stéréotypé sur le mode d'une licence dans une mécanique qui pourrait très bien servir à un autre jeu sans le moindre rapport, mais prend bien soin de creuser le sens et l'atmosphère si particulière des romans de Hobbit, que ce soit au travers de concepts techniques, mettant l'accent sur les voyages, la communauté, la corruption, ou d'éléments d'ambiance, un monde semi-désertique, une orientation grave et même dépressive, les ruines d'un passé depuis longtemps oublié, la magie discrète, etc. Ressortant par ailleurs de l'aspect même de la gamme, ces beaux livres sobres, aux teintes brunes et pâles, à l'opposé du flashouille souvent associé à la fantaisie. Mais Foncombe appelait un complément, des scénarios spécifiquement appropriés à ce contexte. C'était prévu bien sûr, en écho de la relation unissant le guide des terres sauvages et les contes et légendes des terres sauvages de l'autre côté des monts Brumeux, même si dans un ordre bizarrement inversé. C'est tout l'objet des Vestiges du Nord, en VO Runes of the North, dernier supplément en date à avoir fait l'objet d'une traduction française, en même temps que le livre de base ressortait sous la forme d'une édition révisée. Voyons donc ce qu'il nous réserve, en commençant par quelques généralités, pour ensuite nous pencher sur les 6 scénarios du recueil, l'un après l'autre. Une évidence tout d'abord, et même si elle peut faire pester, Les Vestiges du Nord est intimement lié à Foncombe. Dès lors, les deux livres sont peu ou prou nécessaires. Nombre d'informations essentielles au bon déroulé des scénarios du présent recueil ne sont pas le moins du monde reprises ici, mais figurent uniquement dans le supplément de contexte antérieur. Il y a toujours un moyen de se débrouiller, mais en ce qui me concerne, les scénarios des Vestiges du Nord impliquent au préalable d'avoir creusé le background, mais aussi, et c'est peut-être aussi important, la technique figurant dans Foncombe. Ainsi, par exemple, des descriptions de tel ou tel lieu, les indications des scénarios à ce propos sont très lapidaires, mais aussi du bestiaire spécifique à l'Eriador oriental, avec des aptitudes spéciales parfois et éventuellement les règles appropriées aux ennemis puissants, dont il faut probablement distinguer les nouvelles cultures héroïques envisageables pour des PJ, et rappelant qu'elles sont plus puissantes que les autres, ou encore, mais sur un mode plus facultatif, les règles concernant l'œil de Mordor, car nous sommes en principe plus tard ici que dans les divers suppléments consacrés aux terres sauvages, éventuellement après les 30 années de ténèbres sur la forêt noire d'ailleurs. Et le réveil de Sauron ne fait alors plus aucun doute, présageant du pire pour l'avenir. Tout optionnelle que soit cette règle, elle me paraît importante, car la technique ici participe de l'ambiance du jeu, disons même au-delà de la proposition ludique de l'anneau unique, tout particulièrement dans le contexte de l'Eriador oriental. La lecture préalable de Foncombe s'impose à un autre titre,
c'est que la demeure d'Elrond en elle-même joue un certain rôle dans les Vestiges du Nord, constituant une base, mais plus probablement la base la plus logique de nos aventuriers. Le premier scénario du recueil est d'ailleurs une occasion d'ouvrir le sanctuaire, car on ne se rend pas à Fontcombe si Elrond ne le désire pas, et par la suite Fontcombe constitue souvent un point de départ ou au moins un point de passage. La demeure d'Elrond est donc régulièrement prise en compte à ce titre pour déterminer les voyages que doivent accomplir les PJ et qui sont si importants dans l'anneau unique. C'est aussi l'endroit idéal pour y rencontrer des PNJ tout particulièrement importants et pouvant faire office de garant, tel Elrond lui-même bien sûr, mais aussi Gandalf qui a son importance ici. Sur un mode plus anecdotique, on peut également y croiser d'autres célébrités de l'univers tolkienien, dont Bilbo, hélas pour le scénario du recueil qui m'a paru raté. Tous sont à même de confier des quêtes aux héros, ce qui est forcément un peu artificiel, mais peut aussi, avec un peu d'application et de patine, participer de l'ambiance admirable du jeu, et nombre de conseils vont dans ce sens. Les Vestiges du Nord comprend 6 scénarios. On peut les envisager de manière indépendante, mais il est aussi possible, et peut-être souhaitable, de les associer, de sorte qu'ils puissent constituer une petite campagne, ou moins petite d'ailleurs, car certains de ces scénarios sont bien touffus, ou du moins une esquisse de campagne, car il peut être tentant d'y intégrer des créations personnelles pour donner davantage d'ampleur aux propos. Non qu'il manque d'ampleur en tant que tel, ceci dit. En ce sens, les Vestiges du Nord peut donc rappeler Contes et légendes des terres sauvages, dont les 7 scénarios pouvaient de même être associés pour constituer une petite campagne, laquelle pouvait en outre faire office de prologue à Ténèbres sur la forêt noire. Il n'y a pas que je sache d'équivalent dans l'Eriador oriental de ce dernier supplément, mais un gardien des légendes et des joueurs ambitieux pourrait par contre très bien envisager de commencer peu ou prou par Contes et légendes des terres sauvages, d'enchaîner ensuite avec Ténèbres sur la forêt noire, puis de jouer les Vestiges du Nord. Il y en a pour un bon moment, certes, mais c'est une possibilité. D'autant donc que la chronologie des événements s'y prête. Les scénarios des Vestiges du Nord ont lieu après ceux des suppléments consacrés aux terres sauvages. Ce qui n'est pas sans conséquence, le retour de Sauron à ce stade n'est plus seulement une hypothèse, et l'ombre plane sur la Terre du Milieu, d'où un challenge accru, et j'y reviens très vite. Notons seulement pour l'heure que les scénarios ont donc une certaine logique dans leur enchaînement. Le premier ainsi propose une manière de franchir les monts brumeux pour passer d'un cadre de campagne à l'autre, et fournit, comme dit plus haut, l'occasion pour les aventuriers d'ouvrir le sanctuaire de Fontcombe. Par la suite se dessine toujours un peu plus une thématique suivie dont je doute qu'elle nécessite vraiment de balises spoiler, mais je la place au cas où pour cette fin de paragraphe. Les sections suivantes seront à nouveau sans spoiler jusqu'à ce que je me penche plus en détail sur le contenu exact des scénarios. Donc, petit spoiler, si jamais fermez les oreilles pendant 5 à 10 secondes, l'idée est fort logiquement que le roi sorcier d'Angmar, soit le chef des Nazgûl, revient aux affaires dans cette région qu'il a désolée des siècles plus tôt et qui ne s'en est jamais remise. Et les joueurs seront amenés à constater nombre de signes de ce retour, ce qui peut être un peu répétitif d'ailleurs, raison supplémentaire de diluer la campagne en la complétant par des créations personnelles qui trouveront tout naturellement à s'y insérer. Fin de la balise spoiler, de la première en tout cas. Et du challenge donc. Pour ce que j'ai pu en lire, je n'ai pas encore maîtrisé l'anneau unique, mais cela pourrait voire devrait changer sous peu, nous avons là un jeu qui est d'emblée assez punitif. L'ambiance n'est pas vraiment au pulp, et si la mécanique de jeu autorise, de manière très bien vue, des gestes épiques, des réussites plus qu'improbables, la tonalité générale évoque quand même une adversité de taille pour des PJ qui ferait bien de réfléchir un peu avant de se lancer à l'assaut de l'ennemi, car à tout prendre, plutôt que de convertir des gobos en XP, ils risquent alors de se prendre une méga branlée dont ils ne se remettront pas, et le jeu avec. Les Vestiges du Nord à cet égard, c'est peut-être encore pire. Justement parce que la réalité du retour de Sauron ne fait alors plus aucun doute. Rappelez-vous les règles sur l'œil de Mordor décrites dans Fontcombe et qui explicitaient cette idée d'une nature hostile. C'est bien pour cela que les cultures héroïques de la région sont plus puissantes que les autres d'ailleurs, et que le bestiaire approprié comprenait des ajouts allant en ce sens. Ceci étant, l'anneau unique n'est pas à proprement parler un jeu focalisé sur le combat, je ne vous apprends rien. Et en toute logique, le challenge représenté par les Vestiges du Nord est donc d'une toute autre ampleur. Les scénarios progressent cependant en difficulté. À vrai dire, mais j'y reviens bientôt, ce n'est pas sans me poser problème pour le tout premier d'entre eux. Même si, dès le départ, le propos s'adresse sans doute à des joueurs qui ont un peu de bouteille et qui incarnent des personnages eux-mêmes relativement expérimentés. S'ils ne font pas de bêtises, et espérons-le, ça n'est pas insurmontable, sans doute. Encore que le dernier scénario soit particulièrement velu dans son ultime scène. Raison supplémentaire de le préciser, les Vestiges du Nord sont interdits aux bourrins. Oui, j'y reviens. Je suppose qu'il faut le poser clairement. Et ça fait sens au regard de l'idée de communauté si importante dans le jeu.
Une brute qui se jette sur le troll de passage avec son épée à deux mains parce que c'est un troll et parce qu'il a une épée à deux mains, si vous le voulez bien, ne mérite rien d'autre que de se faire démonter la gueule. Mais il serait dommage que sa bêtise provoque le même résultat désastreux pour ses compagnons plus réfléchis. Or, en plusieurs occasions, dans les Vestiges du Nord, les PJ seront amenés à accomplir des sortes de missions d'infiltration qui ne peuvent qu'échouer si un abruti se précipite sur l'ennemi, ce qui ruinerait absolument tout, compagnie, aventure, ambiance, etc. De manière plus générale, le cadre de campagne comme l'expérience supposée des PJ et des joueurs doivent inciter à une approche davantage réfléchie. Même si toujours courageuse, hein. Les joueurs incarnent des héros, c'est un fait. Des braves qui, d'eux-mêmes et pour le plus grand bien, seront amenés à explorer des endroits terribles et à faire face à des adversaires redoutables. Mais la bravoure ne doit pas être un synonyme de stupidité. Parfois, il faut rester discret. Parfois, il faut fuir le combat. Parfois, il faut prendre bien soin d'envisager l'impact de l'environnement sur un hypothétique affrontement, etc. Et il ne faut pas ici s'en tenir à la seule question du combat, bien sûr, même s'il me paraît nécessaire d'appuyer donc sur cet anti-bourrinage au plan martial. Prenez aussi en considération les rencontres sociales, avec leur système adéquat, a priori bien employé, ou d'une manière moins technique, l'impact nécessaire de décisions éventuellement douloureuses, mais qui parfois ne semblent tout d'abord avoir une certaine importance que sur un plan intime, ou plus généralement secondaire, alors que les conséquences des choix des PJ en la matière peuvent s'avérer redoutables à terme. Vous me direz que c'est un aspect fort classique du jeu de rôle, et oui, tout à fait. Mais là j'ai quand même le sentiment que cela va un peu plus loin, d'une manière très subtile dans le premier scénario, plus formelle mais pas inintéressante dans le sixième et dernier, avec des étapes intermédiaires. Ok, ces préalables achevés, passons à l'examen des 6 scénarios des Vestiges du Nord. Dans l'ordre, bien sûr, d'autant qu'il a son importance. Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant, je place ici une grosse balise spoiler, qui vaudra pour tout le reste de cette chronique. Si vous envisagez de jouer les Vestiges du Nord, même vraiment à terme, n'est-ce pas mes joueurs, ne lisez pas ou n'écoutez pas ce qui suit, parce que je vais dévoiler comme un porc ou un orc. Petite pause donc, et on y revient, le temps que les gens éteignent la vidéo, si jamais. Le premier scénario des Vestiges du Nord s'intitule Cauchemar d'Angmar, et il est important à plus d'un titre. Non le moindre, il est destiné, pour partie du moins, à introduire en Eriador des personnages originaires des terres sauvages. Ça n'est pas totalement une obligation, on peut envisager de le jouer d'emblée à l'ouest des Monts Brumeux, mais cela nécessite alors pas mal de réécriture, et je redoute que le scénario y perde une bonne partie de son sel. Ceci étant, ce scénario me paraît de toute façon problématique à cet égard. Objectivement, il est bon, et probablement même plus encore. Il est long, par ailleurs. Mais, en fait de premier voyage dans la région, il me paraît un peu too much. Que le scénario développe un long voyage d'est en ouest à cet égard est dans l'ordre des choses, avec les périls qui vont bien, hein. Mais ensuite, envoyer d'emblée, paf comme ça, les PJ au cœur des monts d'Angmar, et même plus précisément à Carndum, pour une entrée en matière, c'est un peu sauvage. Commencer par l'endroit le plus dangereux de la région. Il y a là un paradoxe à mes yeux, car les scénarios suivants, à l'exception du tout dernier, qui comprend lui aussi une séquence en Angmar, mais pas à Carndum, avant d'envoyer les joueurs du côté des Galgal, qui sont certes au moins aussi redoutables, sont censés être plus difficiles, alors qu'ils impliquent des endroits a priori moins périlleux. Du coup, Carndum n'est peut-être pas aussi terrifiante ici qu'elle devrait l'être sur un plan technique, et ça pour le coup ça me paraît tout de même problématique. Comparaison hardie peut-être, vous imaginez commencer le Seigneur des Anneaux en passant direct de la comté au Mordor, avant d'enchaîner dans cet ordre la Laurienne, le Mont Venteux et la Vieille Forêt, pour un final dans la Moria, disons. Ceci étant, le scénario est donc bon par ailleurs, et peut-être même plus que ça. Son point de départ, à l'est des Monts Brumeux donc, est d'ailleurs tout à fait intéressant. Il implique des hommes des collines du Gundabad, un peuple chassé de l'Eriador oriental pour s'être accoquiné avec Angmar. Des gens donc qui peuvent s'avérer méfiants, et même plus que ça, à l'égard de nos aventuriers. Mais c'est une optique intéressante, explicitement envisagée. Et si les aventuriers se trouvaient là justement dans le but de tenter de rallier les hommes des collines au peuple libre du Nord, malgré ou justement en raison de leurs liens ancestraux avec les gobelins et les wargs. Que l'on prenne cette option ou pas, le scénario s'ouvre en tout cas sur des séquences sociales pour le moins tendues. Certes, le véritable, avec des guillemets, début de l'aventure est probablement moins subtil, avec les gobelins du coin, les traîtres qui enlèvent les enfants de la petite communauté d'hommes des collines. En fait, ça passe, mais pour la seule raison donc qu'il s'agit là d'un retournement d'alliance, car les hommes des collines croyaient toujours les gobelins de leur côté. Du coup, l'aide apportée, probablement par les PJ,
reprend cette idée de rallier les hommes des collines au peuple libre du Nord. Le scénario est pertinent en tant que tel, mais les choix des joueurs peuvent avoir des conséquences cruciales pour la suite des événements à une échelle tout autre. Et là, le scénario est tout particulièrement bien pensé, qui intègre un PNJ particulièrement attentif au comportement des PJ et qui jouera sans doute un rôle majeur dans la décision finale des hommes des collines. Il s'agit d'une femme du nom d'Essilt. Tandis que ses congénères stupéfaits ne savent pas comment réagir face à la traîtrise des gobelins, avec inévitablement, mais c'est bien vu, un vieux bonhomme qui explique en dépit du bon sens que les vrais coupables sont les PJ, que c'est leur faute si les gobelins, etc., la jeune femme, déjà affectée par la disparition de son père, Edwin, n'entend pas perdre non plus ses frères et sœurs. D'où un aspect essentiel du scénario, les moments clés, où il s'agit pour les PJ, sans qu'ils le sachent, le gardien des légendes tient un compte secret, les scènes ne sont jamais présentées comme telles, d'aller dans le sens des Silt et de la toucher par leur désintéressement, leur bravoure, leur astuce, etc. Disons-le, passer au mieux ces tests informels s'annonce difficile. Et je doute que les PJ parviennent à remporter suffisamment de succès à cet égard pour rallier définitivement Esilt et derrière elle les hommes des collines. Mais la possibilité est là qui a son importance. L'affaire bien sûr se complique encore du fait même des pertes d'Esilt. Son père Edwin? Non, il n'est pas mort, il avait seulement disparu. Mais seul le gardien des légendes le sait au départ. En fait, l'homme des collines est devenu le serviteur sorcier d'Angmar, c'est-à-dire, en l'absence du chef des Nazgûl, le grand méchant de l'histoire. Prendre garde à ne pas le confondre avec l'intendant de Carndum, évoqué dans Foncombe, qui n'a absolument rien à voir. Le scénario s'oriente donc vers une confrontation père-fille que l'on pourrait se contenter de trouver Skywalkeresque, mais qui, fonction des choix des PJ, même inconscients, peut avoir des conséquences aussi surprenantes que douloureuses. Mais nous n'en sommes pas encore là. Les aventuriers doivent d'abord traverser les monts brumeux depuis les collines du Gundabad. Pour cela, ils vont emprunter la route du Long Val, pas très bien fréquentée sans doute, tout de même plus paisible à vue de nez que les cavernes empruntées par Bilbo, Gandalf et les nains dans le Hobbit, ou a fortiori la Moria dans le Seigneur des Anneaux. Même si on y trouve là aussi une grosse bébête, un monstre plus ou moins défini, qui a peut-être quelque chose de Lovecraftien d'ailleurs, à moins de se contenter d'y voir une variation sur Arachne ou même Ungoliant. Une fois les montagnes franchies, les PJ ne sont certes pas au bout de leur peine, car leur voyage se poursuit en Angmar. Ils doivent traverser la désolation grise jusqu'au chemin gelé, puis emprunter le dit chemin jusqu'à Carndum, un voyage périlleux, même s'il ne l'est pas autant qu'il devrait l'être, du fait de la position de ce scénario dans la chronologie à difficulté progressive des Vestiges du Nord. En effet, seule vraie concession ici à l'environnement dégradé et périlleux d'Angmar, et du Long-Val avant ça d'ailleurs, les PJ feraient bien de ne pas accomplir ce voyage seuls, il leur faut un guide. Un personnage est proposé en ce sens du nom de Walda, et elle n'est pas inintéressante par ailleurs. Quoi qu'il en soit, on perçoit bien l'artifice. La suggestion est plus qu'impérative, car la présence d'un guide diminue considérablement les périls, au sens technique, du voyage. Et c'est bien pour cela que nos aventuriers peuvent se rendre au cœur même d'Angmar, dès ce premier scénario, et presque la fleur au fusil, enfin, à l'arc. Et j'ai donc un peu de mal avec cette approche. Ce qui vaut d'ailleurs pour Carndum à proprement parler. La carte de ce plus ou moins donjon est fort jolie, mais globalement, le lieu maudit n'a pas, disons, l'ampleur qu'il aurait dû avoir. Quant à la fin, elle est un peu précipitée, avec un Glorfindel qui se trouvait là, allons bon, hop, coïncidence fort pratique. Mais n'exagérons rien, l'elfe n'est pas à proprement parler un Deus ex machina, car il n'est censé intervenir qu'après les actions essentielles de la compagnie, et la confrontation avec Edwin notamment, et Silt étant de la partie. Mais il a quand même un rôle très utilitaire, en ouvrant le sanctuaire de Foncombe au PJ, et le voyage jusqu'en Imladris n'a dès lors pas vraiment besoin d'être joué, Glorfindel étant un meilleur guide encore que Walda. J'imagine que ce compte-rendu pourrait donner l'impression d'un mauvais scénario, tant j'appuie sur ces dimensions problématiques. Mais en fait ce n'est pas le cas. Globalement je l'aime beaucoup, il comprend son lot de bonnes idées, et l'ambiance est très chouette. Il y a quelques difficultés narratives qui me chiffonnent, et donc au premier chef, cette idée saugrenue de commencer la campagne en Eriador oriental par Angmar. Mais je suppose que l'on doit pouvoir s'en accommoder, et que, dans l'ensemble, ça en vaut la peine, oui. J'avais insisté plus haut sur la dimension anti-bourrin des Vestiges du Nord, et c'est peut-être ce deuxième scénario, titré Plus dur que pierre, qui en témoigne de la manière la plus éloquente. Il y a là des orques et des trolls à foison. Et si certaines scènes peuvent donner l'impression que les PJ peuvent se contenter d'en abattre un ou deux là comme ça, hop, discretos, c'est en fait un leurre, car la grosse armée est juste derrière et c'est tout l'objet du scénario.
Les PJ, sans forcément qu'on le leur explique d'ailleurs, doivent jouer un rôle d'éclaireur. Ils doivent rester discrets et bien peser les risques d'une tentative d'infiltration. Un couillon qui se précipiterait sur les vilaines bestioles en hurlant se ferait exploser l'achetron en moins de 2, et pire encore, provoquerait probablement le même sort funeste à ses camarades plus réfléchis. Ceci étant, ne pas en conclure que les PJ n'ont rien à faire, car j'imagine qu'il est des gros billes pour considérer que faire, dans un jeu de rôle, c'est se battre. En fait, ils ont beaucoup à faire, mais il s'agit d'observer. Pour autant, ils ne sont pas de simples spectateurs. Ils ont bien des choix à faire, éventuellement périlleux, et je suppose que l'essentiel du travail du gardien des légendes porte sur l'ambiance à cet égard. Les PJ doivent assister à des choses terriblement inquiétantes, et ressentir au plus profond d'eux-mêmes cette angoisse susceptible de se muer en terreur d'un instant à l'autre. Le donjon éventuel de l'histoire n'en est que plus oppressant, sur un mode passablement claustrophobe. Le scénario démarre, classiquement, à Foncombe, où l'on a découvert quelques indices d'activité suspecte dans la région au nord. Les aventuriers contribuent en fait directement à cette récolte d'indices en enquêtant sur ce qui est arrivé à une caravane naine attaquée par des ennemis inconnus. C'est alors seulement qu'Elrond lui-même mandate les PJ pour en savoir davantage. Mais l'idée est donc de récolter des informations, pas de se battre, car un combat à ce stade serait perdu d'avance, et nuisible à court et long terme. Gaffe au coup de sang donc. Indice ou pas, le grand méchant de l'affaire, un orc différent des autres du nom de Mormog, reste tout de même bien mystérieux. Peut-être un peu trop, mais c'est un antagoniste qui a indéniablement du potentiel, sur le mode intuable probablement. Mais les PJ peuvent faire une autre rencontre étonnante, avec un PNJ très surprenant et qui peut devenir un allié de poids. Il s'agit de Feredrun, la chasseresse de l'Est, une créature plus ou moins angélique, à l'origine liée à Oromé, mais victime d'une cruelle malédiction de Sauron. C'est un moyen d'introduire dans ces récits du Troisième Âge des éléments renvoyant sans doute davantage au Silmarillion, avec un personnage résolument hors norme, à bien méditer sans doute pour lui faire honneur, et à creuser probablement, mais c'est donc assez intéressant. Un mot tout de même sur la dimension voyage de ce deuxième scénario. Rien de comparable peut-être à celui du premier scénario, dans l'absolu, puisque dans les faits le guide contribue énormément à transformer le périple en balade, mais le voyage de Foncombe aux Landes d'Éten est assez long et redoutable. Et j'imagine qu'il est crucial de la part du gardien des légendes d'appuyer sur l'ambiance très particulière de la région, véritablement découverte ici. Angmar était un cas trop à part pour s'en faire une idée. Et son côté semi-désertique est sans doute essentiel. Un bon scénario. Périlleux, oh que oui, mais justement, il doit inciter à se montrer subtil et à ne pas se précipiter au combat. Une histoire d'archer est un scénario bien plus court, probablement le plus court des Vestiges du Nord. Hélas, il est aussi, à mes yeux, le ratage de ce recueil globalement de très bonne tenue. Et c'est d'autant plus regrettable qu'il partait de bonnes intentions sur un mode plus léger que d'habitude. Notez cependant, au regard de la brièveté de ce scénario, qu'elle peut être trompeuse. En fait, on peut clairement le distinguer en deux phases. La première peut correspondre à la phase de communauté d'un scénario précédent, et la phase d'aventure de celui-ci, à proprement parler, pourra être retardée, car la mission n'a aucun caractère d'urgence. Simplement, si les PJ se trouvent à passer non loin de Fornost, eh bien, ils pourront en profiter pour accomplir la quête que leur a confiée Bilbo. Puisque c'est bien le fameux Hobbit qui joue au donneur d'ordre ici, à Foncombe comme de juste. En fait, cela nous vaut une introduction assez amusante, où le Hobbit se prend le chou avec un elfe sur une vieille histoire. Bilbo est formel, il y avait des Hobbits à la bataille de Fornost, une compagnie d'archers. Le vieux Touc l'a dit, et c'est donc vrai. Mais l'elfe dénonce une imposture. Rien n'indique que des hobbits aient participé à la bataille, il n'y a aucun témoignage sérieux en ce sens. En s'attachant à défendre ce point, Bilbo, comme le vieux Touc avant lui, succombe à une sorte de chauvinisme un peu navrant. Bilbo, agacé, demande alors aux PJ qui ont assisté à la scène de se rendre à Fornost pour démontrer qu'il a raison, et qu'une compagnie d'archers hobbits s'est bel et bien battue à Fornost, aux côtés des elfes et des hommes. L'idée est amusante, oui. Le problème est qu'à mes yeux, elle ne tient absolument pas la route, elle n'est pas le moins du monde crédible. Foncombe est un lieu de connaissance, et peut-être même le plus important de toute la Terre du Milieu. Et l'anecdote de Bilbo ne se trouverait nulle part, même pour la contester. La transmission des hauts faits du passé est proprement une mission de la dernière maison libre. Les chroniques sur la bataille de Fornost ne peuvent qu'y abonder. Mais cela va en fait bien au-delà. À Foncombe même résident nombre de témoins de première main, des elfes qui ont participé à la bataille, et qui devraient donc très bien savoir ce qu'il en est. Certains sont même expressément cités, comme Glorfindel, rencontré par les PJ lors de Cauchemar d'Angmar. Mais seulement pour dire qu'ils ne se souviennent pas.
Je n'y crois pas 2 secondes. Et si ce point de départ est original, comme une manière sympathique de respirer entre 2 gestes épiques, et justement d'une certaine manière pour questionner ces dernières, ce qui est plutôt bien vu, je bloque quand même d'emblée sur son côté mal foutu. Je suppose que l'on pourrait peut-être s'en accommoder. Hélas, le reste du scénario, la phase d'aventure à proprement parler, est au moins aussi balourd pour rester poli. Le voyage vers les Hauts du Nord et Fornost n'est pas décrit dans ces pages, puisqu'il n'est pas dit qu'il se fasse au départ de Fontcombe. Pas d'urgence, encore une fois, mais si les PJ passent par là... Hélas, sur place, le scénario se montre bien maladroit. À peine les PJ sont-ils arrivés que les preuves s'accumulent les unes après les autres. Elles ne font que confirmer, à mon sens, pas tant la présence des 10 archéobies que le caractère hautement improbable de l'amnésie des elfes les concernant, ou des rôdeurs d'ailleurs qui arpentent depuis des siècles ces terres pour assembler des informations à Fontcombe. Si les PJ, pourtant pas forcément des experts en archéologie ou même en investigation, rassemblent en quelques minutes à peine autant de certitudes, il est totalement invraisemblable que l'on ne trouve absolument rien à ce propos à Fontcombe, que ce soit pour appuyer la thèse de Bilbo ou la contester. Puis le sort naturel se met de la partie de manière tout aussi balourde. Figurez-vous il suffit de s'attarder la nuit dans les ruines de Fornost pour que, très précisément, les archers hobbits fassent leur apparition. C'est toujours aussi absurde, même si la scène n'est pas totalement inintéressante. Il y a peut-être de quoi faire avec les réactions des PJ au volet de flèches, mais le trait demeure des plus grossiers. Et même en prenant en compte ces rares réussites temporaires, le scénario patauge toujours un peu plus dans la lourdeur et l'invraisemblance. Le vase a débordé depuis longtemps, inutile de chercher quelle pouvait bien être la goutte d'eau. Mais quand le fantôme de Rufus Took lui-même se rapplique avec sa petite chanson, on en est au stade du seau d'eau qui fait déborder un autre seau d'eau en foutant partout. Voilà, une histoire d'archer est à peu près aussi lourd que la métaphore à la con que je viens de commettre. Ce qui en dit long, non? Le gros ratage des Vestiges du Nord. Pas seulement médiocre, mais carrément mauvais. Et c'est bien dommage. Heureusement, ce mauvais moment dépassé, le niveau du recueil remonte radicalement, et il a encore à nous offrir des choses très intéressantes, et par ailleurs assez diverses. En témoigne déjà la compagnie du chariot, même si je ne suis pas bien certain qu'il s'agisse d'un scénario à proprement parler. En fait, l'envisager ainsi n'est pas sans risque, peut-être, mais surtout si l'on enchaîne les épisodes des Vestiges du Nord. Encore une fois, il vaut mieux diluer l'ensemble. Le problème autrement résiderait dans une vague redondance, notamment avec Plus dur que pierre, mais Cauchemar d'Angmar pouvait déjà aller dans ce sens. Et les joueurs y sont amenés à observer des menaces grandissantes dans l'ombre, et l'idée d'un assaut frontal est déconseillée, même si, dans le cas présent, un tel assaut ne serait pas aussi suicidaire que face aux orques et aux trolls de Mormog, et peut donc être envisagé, à condition de bien s'y prendre. L'intérêt à cet égard réside dans le fait que la menace en question émane non pas de Sauron et de ses agents, mais d'un tiers parti que l'on n'a guère eu l'occasion de mettre en scène pour l'heure, Saruman, qui commence à pencher dangereusement vers la corruption. Par ailleurs, on est à une échelle tout autre, avec une petite bande suspecte, pas une armée gigantesque. Ceci si l'on enchaîne les séquences. Je pense qu'il est préférable donc de diluer encore un cran au-dessus en n'envisageant pas tant d'une certaine manière la compagnie du chariot comme un scénario, mais plutôt comme un élément de contexte. Car la dite compagnie est abondamment décrite et fournit un lieu, même mobile, et des PNJ intéressants, qui peuvent trouver à s'intégrer à plusieurs reprises, et somme toute assez naturellement, dans une campagne prenant l'Eriador oriental pour cadre. Par ailleurs, même en envisageant comme un scénario, la compagnie du chariot ne fait sens qu'en multipliant les phases d'aventure, au moins 2, peut-être davantage, ce qui à vrai dire ne m'incite que davantage à procéder ainsi que je vous le disais. La compagnie du chariot est une caravane marchande qui longe le chemin vert en faisant des allers-retours entre Brie et Tarbad, ou ce qu'il en reste. On s'en doute, ce genre de caravane est très rare dans la région qui a beaucoup souffert au cours des derniers siècles, au point de succomber à une forme de désertification. Mais la rareté de ces caravanes, dans ce contexte, ne les rend que plus précieuses, et les hameaux disséminés le long du chemin vert n'en sont que plus ravis encore quand les marchands font halte près de chez eux, ce qui a ses conséquences. La compagnie du chariot se rencontre dans la nature, loin de tout cadre urbain, même à l'échelle d'un village, Brie faisant l'exception, mais la ville n'est donc toujours pas décrite ici. D'assez nombreux PNJ, membres de la compagnie, sont ici décrits, avec, disons-le, une nette prédominance des sales types, mais suffisamment d'ambiguïté à côté pour que l'on ne les envisage pas uniquement comme des méchants unilatéralement, ce qui ne serait pas très raisonnable. On compte quand même quelques PNJ plus sympathiques dans le lot et plutôt réussis. Un Woz, notamment, présenté comme un phénomène de foire, il a son pendant animal, un ours malmené par un dresseur abject, et un artificier ami de Gandalf, qui ne sait visiblement pas ce qu'il fait là.
Tous deux peuvent susciter des histoires intéressantes, au point le cas échéant de devenir des alliés des plus utiles. En fait, sans doute ces personnages plus sympathiques ont-ils un rôle moteur, en permettant aux PJ curieux de subodorer qu'il y a quelque chose de louche dans cette caravane. Mais la manière d'aborder le problème peut donc varier, de l'infiltration à la façon de Plus dur que pierre, à l'assaut plus frontal. Comme dit plus haut, je ne conseillerais pas cette approche, mais pour peu que les PJ prennent le temps de réfléchir à un plan d'action, il est possible qu'ils l'emportent, ou du moins survivent en libérant un ou deux alliés. Se jeter dans le combat n'est donc pas suicidaire cette fois-ci, mais quand même périlleux. À mûrement réfléchir donc. Globalement, j'ai bien aimé, c'est assez malin et intrigant, mais j'y vois donc plutôt un élément de contexte, d'autant qu'il serait sans doute possible de l'intégrer à bien des créations personnelles sans que cela ne sonne comme un artifice un peu bancal. On retourne à un scénario bien plus classique avec ce qui rôde en dessous, mais ne pas y voir une critique de ma part, ce scénario est peut-être mon préféré du recueil, par ailleurs de très bonne tenue. Mais certes, il a quelque chose de classique, tout particulièrement dans son introduction. Le point de départ est comme souvent Foncombe, où Maître Elrond demande au PJ de venir en aide à un rôdeur du nom de Iraval. Celui-ci est issu d'une bonne famille des anciens royaumes du Nord, et se désole que son manoir ancestral, enfin les ruines de son manoir ancestral, situé dans les collines venteuses, soient tombées aux mains de brigands. En fait, l'intérêt d'Elrond et des elfes dans cette affaire est sans doute un peu problématique. On le passe sous silence, libre au gardien des légendes, j'imagine, de trouver quelque chose de pertinent. Par ailleurs, Iraval n'est pas très sympathique. Le bonhomme est arrogant, sans doute bien trop sûr de lui, et porté au coup de sang, ce qui, on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans les Vestiges du Nord, peut s'avérer fatal. Or, il y a ici un biais, parce que les événements ne coïncident en fait pas au récit d'Iraval, sans qu'il en ait forcément confiance. Il n'est pas un menteur. Mais cela, les PJ, il se trompe quand même dans ce qu'il décrit, et les PJ devront le déterminer par eux-mêmes. En effet, les brigands du manoir n'en sont pas. Ce sont des aventuriers, comme les PJ. L'idée est très bonne, et très amusante à sa manière. Sauf que l'amusement cède bientôt la place à la crainte, voire à l'horreur, et le scénario perd bientôt son caractère semi-parodique wink-wink nudge-nudge pour devenir d'une extrême gravité et poignante d'une certaine manière. Au fond, c'est un scénario parfaitement déprimant. Et en cela, il s'accorde très bien à l'ambiance globale de l'anneau unique, et peut-être tout particulièrement de cet entre-deux dans les Riador orientales, où l'on devine, mais sans pouvoir y faire grand-chose, que l'ombre grandit sans cesse, et que les lendemains seront tout sauf rieurs. Nulle blague ici, donc, en fait, mais une des plus belles illustrations de la thématique de la corruption dans toute la gamme. Car Iraval, pas forcément un mauvais bougre à la base, et certainement pas conscient de ce fait, est corrompu par l'esprit vengeur d'un de ses propres ancêtres. Or, le fantôme, dans ce manoir où bien trop de monde s'entasse, peut aussi exercer son pouvoir sur d'autres personnages, qu'il s'agisse des PNJ aventuriers ou des aventuriers PJ. L'approche des brigands, entre guillemets, n'est déjà pas évidente, et il y a un monde entre la franchise, l'infiltration et l'assaut. L'idéal serait sans doute de jouer la dimension sociale du scénario, en confrontant verbalement PJ et PNJ, mais le risque est très élevé de ce que la rencontre dérape à tout moment, d'autant plus que Iraval est proprement incontrôlable. Dans cette complexe affaire, les alliés ne sont pas forcément ceux que l'on croit, les ennemis pas davantage, et tout incite même à ce que la rencontre vaguement ambiguë tourne à la boucherie, alors même que les PJ ne le désirent pas. Mais nul dirigisme pour autant. Plusieurs éventualités sont envisagées, les PJ peuvent agir et le destin faire des siennes. C'est sans doute indispensable d'ailleurs pour comprendre la possession en jeu et la gérer au mieux. Mais ça marche très bien, sur le papier en tout cas. Sur la base d'une quasi-blague, on se retrouve piégé dans un huis clos oppressant et profondément déprimant, où l'empreinte du mal, saisissant les plus braves, les amène au pire des déprédations. Oui, c'est un scénario déprimant, voire dépressif, mais il est parfaitement approprié au contexte, bien conçu et tout à fait convaincant. L'ambiance est parfaite donc, et le scénario est par ailleurs riche de sa diversité, car même dans un cadre ainsi limité, il offre des occasions de jouer l'infiltration, le combat, le social, la comédie, la terreur, la magie, etc., ce sans virer au patchwork pour autant. Vraiment intéressant. Et peut-être un peu Lovecraftien d'une certaine manière. Nous en arrivons au dernier scénario des Vestiges du Nord, Ombre sur Tin Gortad, qui est aussi très probablement le plus long, indéniablement le plus complexe, et de loin le plus périlleux. Il s'étend sur au moins 2 années, et il est une fois encore tout à fait indiqué de le mêler d'autres scénarios, de création personnelle le cas échéant. Par ailleurs, il implique de longs et périlleux voyages et comprend 3 parties optionnelles mais fort utiles, qui, là encore, peuvent donc s'en mêler à d'autres récits, jusqu'au terrible final du scénario et de la campagne. Cette fois, la mission est donnée par Gandalf lui-même. Et oui, à Foncombe, comme d'habitude.
C'est d'ailleurs une belle occasion de créer des liens éventuellement resserrés avec le magicien, qui, à terme, peut faire un garant de poids. Je suppose, et par ailleurs autorisé, des entreprises de communautés spécifiques et très intéressantes. Maintenant, cet aspect du scénario a sa contrepartie. Au fur et à mesure que l'aventure progresse, les PJ risquent de se sentir un peu les larbins de Gandalf, sur un mode presque jeu vidéo. Aller me chercher ça, aller voir un tel, jeter un œil là-bas, etc. Tout part de rumeurs étranges et inquiétantes portant sur les êtres des Galgal, ces créatures mort-vivantes dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elles sont tout particulièrement redoutables. En fait, la seule chose qui permet de les gérer, c'est qu'elles semblent se voir imposer des limites à leurs actions, sans que l'on comprenne bien pourquoi. On ne les rencontre que dans les hauts des Galgal, seulement de nuit, etc. Et c'est bien le problème. Les rumeurs évoquent désormais des rencontres avec des êtres des Galgal en dehors des seuls tombeaux antédiluviens qu'ils hantent en principe, et parfois même en pleine journée. Ce qui a de quoi faire paniquer même les plus stoïques. Et si Gandalf ne va pas jusqu'à paniquer, du moins fait-il part de son inquiétude. Lui-même n'en sait pas beaucoup plus sur l'origine de ces spectres, mais derrière ce regain d'activité, il devine la magie du roi sorcier d'Angmar. Comprendre cette magie implique de comprendre la langue du Mordor, rarement employée. Mithrandir pense cependant avoir identifié une forteresse perdue dans les monts d'Angmar. Non, ce n'est donc pas Carndium, ce qui renvoie au premier scénario et à sa dimension problématique. Une forteresse entièrement dévolue du temps du roi sorcier à ses expériences magiques. À charge pour les PJ de s'y rendre et de rapporter tout ce qu'ils peuvent y trouver de rédigé dans la langue du Mordor. Je suppose que cette première quête peut laisser un peu sceptique. Elle a, je crois, un vague problème de crédibilité, même si pas au point d'une histoire d'archer. Mais le périple, cette fois très rude, pas de guide pour absorber les périls, vaut le détour, et une fois sur place, il y a du matériau pour des scènes efficaces, sur un mode combatif, avec un grand orc hors norme et bien balèze notamment, ou de manière plus intrigante et angoissante, ce qui me botte davantage, en faisant intervenir la magie de la langue du Mordor, laquelle peut déboucher sur une forme de possession suintant la corruption. Les PJ retournent alors à Foncombe pour faire le bilan et mener des recherches sur place. C'est ici que peuvent commencer à intervenir les entreprises de communauté avec Gandalf mentionnées plus haut. C'est peut-être l'occasion de ménager une pause dans la narration, mais aussi de déterminer la suite des événements, car les dites recherches, à ne surtout pas négliger, fournissent les seules pistes possibles pour jouer 3 mini-aventures dites optionnelles, mais dont les conséquences peuvent s'avérer capitales au moment du final du scénario. Bien sûr, ce côté pause autant que les trames optionnelles sont parfaitement indiqués, une fois de plus, pour diluer la campagne. Mais si les PJ s'appliquent, ils pourront alors suivre 3 pistes, donc. La première les conduit d'emblée dans les Galgal à proprement parler. S'ils s'y prennent bien, ils ne courront pas forcément de risques, mais leur étude sur place leur permettra de comprendre des choses utiles concernant l'ancienneté des Galgal, la disposition des tombes, etc. Somme toute, ce qui aurait pu ou dû se faire à Fornost dans une histoire d'archer, mais de manière autrement convaincante à mes yeux. Même si le rôdeur fantasque, qui y fait probablement son apparition, est un peu terne à s'en tenir à ces quelques pages, et qu'il y a probablement de quoi le rendre plus intéressant dans ce contexte, mais je crois qu'il figurait dans Foncombe. La deuxième de ces intrigues optionnelles est peut-être la plus amusante. Les PJ vont, ou retournent, à Fornost, cette fois pour localiser une sorte de chambre forte mentionnée dans des écrits trouvés à Foncombe. Bien sûr, la cache au trésor livresque a été pillée, mais de fraîche date. Les PJ peuvent remonter la piste d'une bande de voleurs nains, personnages vraiment pas recommandables, sans être foncièrement maléfiques, et il y a sans doute moyen d'en tirer des scènes de négociation fort sympathiques. Reste l'histoire de la Hobbit qui aurait survécu à une rencontre dans les Galgal. Ici, il y a un très vague souci. La scène se déroule pour l'essentiel à Bree, qui n'a fait l'objet d'aucune description dans un supplément de contexte. On trouve cependant ici quelques éléments à charge pour le gardien des légendes de faire avec. Notez cependant ce qui est probablement la particularité essentielle de la petite ville, les hommes y côtoient journellement les hobbits, ils y vivent ensemble. L'entretien avec la hobbit survivante aura surtout pour effet de déterminer l'existence d'une sorte de sanctuaire dans les Galgal, la tombe d'un prince elfique. Il s'agit alors de faire à nouveau le point avec Gandalf, qui a cependant une autre mission à confier au PJ, et sans doute la plus problématique de tout le scénario, puisqu'il s'agit pour eux de rendre visite à Tom Bombadil. Guédol, tout ça. Tom Bombadil qui vit bien sûr dans la vieille forêt, pas davantage décrite que Bree dans quelques suppléments que ce soit, et qui ne bénéficie même pas ici des quelques développements accordés à la petite ville quelques pages plus haut. Mais le vrai problème est ailleurs. Il réside en nul autre que Tom Bombadil lui-même. Un personnage fantasque, et dont la séquence dans Le Seigneur des Anneaux soulève couramment la perplexité. Il est insaisissable, incompréhensible, on ne sait même pas ce qu'il est au juste,
Mais surtout, et quand bien même on devine en lui un immense pouvoir, peu ou prou divin, il n'est pas toujours évident de le prendre au sérieux. Et comment l'interpréter? La quasi-totalité de ces répliques ici sont rimées. Et très franchement, je ne me sens pas de compléter en improvisant des alexandrins ou trucs au doigt mouillé. La rencontre est aussi problématique dans la mesure où, contrairement à ce que l'on pouvait supposer, et qui pouvait justifier que Gandalf envoie les PJ à l'étrange bonhomme, il ne s'agit pas ici d'aller à la pêche aux informations sur les êtres des Galgal, tout proche par ailleurs. L'intérêt de cette rencontre est technique, d'une certaine manière, car il consiste à faire bénéficier les PJ de la protection divine ou bénédiction de Tom Bombadil. Celle-ci leur est acquise d'emblée. La rencontre a pour but de voir à quel niveau elle fonctionnera, en conséquence du comportement des PJ lors de la rencontre. Ouais, c'est à n'en pas douter utile pour la suite des événements sur un mode pragmatique, mais tout de même passablement artificiel, comme si on bardait les héros d'artefacts et de sortilèges avant de les envoyer ramoner sa vilaine petite gueule au boss de fin de niveau. Alors, si on y ajoute la difficulté à saisir et à interpréter Tom Bombadil, on retrouve alors Gandalf à Bree, non loin, et c'est le moment du final, bien balèze. Le magicien doit exécuter un long et complexe rituel, pas très Istari pour le coup, afin de renforcer la barrière, c'est-à-dire de soumettre à nouveau et pour un bon bout de temps les êtres des Galgal aux limitations qui les caractérisaient jusqu'alors, l'impossibilité de quitter les Galgal ou de sortir de jour pour l'essentiel. Et c'est ici qu'interviennent les conséquences de tout ce que les PJ ont fait au cours de ce long scénario. Le rituel de Gandalf est long, minimum 12 heures à vue de nez, autant que complexe. Il lui faut par étapes cumuler un certain nombre de succès pour mener à bien son entreprise. Sauf qu'il part d'un SR de base très élevé, 24 sauf erreur. Pour avoir une chance de réussir, il lui faut donc autant d'informations que possible. Certaines, la plupart, interviennent directement dans l'exécution du rituel et font baisser le SR. Plus il y a de ces informations qui ont été rapportées à Gandalf, et moins le rituel est difficile. D'autres de ces informations ont un intérêt pratique au-delà de la seule diminution du SR. Ainsi, la localisation de la colline du prince elfique, sanctuaire peu ou prou indispensable à l'accomplissement du rituel. Enfin, il s'agit de se protéger, et tout particulièrement de protéger Gandalf, trop absorbé dans sa magie pour pouvoir lutter contre des êtres des Galgal, mécontents de la tournure des événements. Il a certes disposé des brasiers et est en mesure de préparer quelques effets pyrotechniques de bonne aloi, mais la tâche de protéger le magicien revient bien sûr pour l'essentiel au PJ, et il est à souhaiter qu'ils bénéficient quant à eux de la bénédiction maximale de Tom Bombadil, sans quoi leurs chances de réussite s'amenuisent drastiquement. Car cet ultime combat est très difficile, qui fait intervenir un roi des esprits passablement costaud, et toute une horde, littéralement, d'êtres des Galgal. Ceux-ci en principe sont d'abord contraints de garder leur distance, mais à mesure que les heures défilent, ils s'enhardissent, et ce que le rituel progresse ou pas. En fait, il est à souhaiter qu'à ce stade, le rituel est déjà bien avancé, parce que cela détermine le nombre d'êtres des Galgal qu'il faut anéantir pour que Gandalf arrive au bout de son sortilège élaboré. Il faut comprendre que les êtres des Galgal arrivent en nombre infini. Quand l'un tombe, il est aussitôt remplacé par un autre. L'exemple donné par le livre est assez éloquent, et montre comment fonctionne la petite équation déterminant la portée de l'assaut. Je vous passe les détails, mais même dans cette configuration plutôt optimiste, les PJ doivent tout de même anéantir 10 êtres des Galgal, et ça fait beaucoup. Un seul de ces êtres peut déjà constituer un antagoniste de taille. En fait, il n'y a aucune garantie que les PJ l'emportent. S'ils y parviennent, c'est sans doute très gratifiant, par contre. Ils ont vraiment joué un rôle essentiel pour contenir une menace considérable. Mais le scénario envisage des résultats intermédiaires, des semi-réussites, mais aussi l'échec total et la mort de l'ensemble de la compagnie. Gandalf bien évidemment survit, et revient alors plus tard avec une autre communauté pour achever ce qu'il avait commencé. Ce scénario n'est pas sans poser quelques problèmes, notamment son côté plus mécanique que d'habitude, et la scène avec Tom Bombadil. Mais il est globalement plutôt chouette, voire très chouette, notamment du fait de l'ampleur de ses implications et de la variété des situations qu'il autorise. J'imagine par ailleurs qu'un peu de travail suffirait à rendre le scénario moins mécanique, et le mêler d'autres aventures, notamment, d'une certaine manière, c'est fait pour. Jouer le scénario en bloc me paraît nuisible à la qualité de l'intrigue, mais sur ces bases il y a donc de quoi faire. Sentiment qui vaut, je suppose, pour l'ensemble du recueil, de très bonne tenue. Si l'on accepte le ratage, très secondaire heureusement, d'une histoire d'archer, Les Vestiges du Nord comprend des scénarios assez variés, parfois classiques en apparence, mais comportant souvent des bonnes idées plus inattendues et à même de faire la différence.
2 scénarios au moins, le premier et le dernier, sont d'une ampleur conséquente, qui permettent au PJ d'intervenir vraiment dans le déroulé des événements au niveau global de la Terre du Milieu, dans l'attente de la guerre de l'Anneau. 2 autres, plus durs que pierre et la compagnie du chariot, même avec l'impression mentionnée plus haut qu'il vaut peut-être mieux envisager ce dernier scénario comme un élément de contexte, requiert une certaine subtilité bien à propos et qui repense les notions d'héroïsme et de pragmatisme dans un cadre plus que jamais hostile, participant ainsi avec pertinence à la coloration grave et sombre du tableau d'ensemble. Le scénario restant, peut-être mon préféré donc, incarne ces divers éléments à une échelle microcosmique qui n'en est que plus saisissante pour les PJ attaqués dans leur valeur au quotidien. Notez par ailleurs que la plupart de ces scénarios jouent sur la peur des PJ. Il ne s'agit pas forcément d'horreur à proprement parler, quoique dans les 2 derniers, mais cet effet très sensible me paraît vraiment bien vu, et il implique une forme d'héroïsme proprement tolkienienne, aux antipodes de la fantaisie baston. Résultat très convaincant donc pour un recueil qu'à l'évidence je ne jouerai pas de sitôt, je pense commencer classiquement dans les terres sauvages, mais qui, pour des joueurs et des personnages ayant un peu de bagage, constitue une prolongation des principes de l'anneau unique dans le cadre décrit dans Foncombe, et qui a une vraie personnalité. Je suppose qu'on ne pouvait pas attendre mieux.